Bonjour, bienvenue à tous à notre émission Entre nous, une émission donc les enfants de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons 4 invités. Voilà. Mesdames et messieurs, à la suite de M. Anne Bochot, nous vous saluons depuis vos salons, de vos écrans de télévision et vos ordinateurs, vos téléphones mobiles également. En partenariat avec ivoiretv.net, nous avons l'honneur, le grand honneur de vous présenter aujourd'hui un débat entre 4 Ivoiriens qui vont s'exprimer, divulguer leur esprit et leur opinion. Alors en face, nous aurons Mme Massandjé Touré, adhérente de l'Alliance nationale pour le changement et aussi adhérente du GPS. Mme Massandjé Touré, bonjour. Bonjour monsieur. À ses côtés, nous aurons Mme Adrienne Gaé, présidente du MLT, mouvement de lutte contre les inégalités. Bonjour Mme Gaé. Bonjour monsieur. En face, nous aurons des représentants du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, avec M. Djomo Debang, représentant du RHDP en France, mais aussi responsable de la redynamisation de la diaspora. Délégué associé. Délégué associé à la redynamisation du RHDP en France. On aura le temps d'en débattre. Bonjour Monsieur Djomo Debang. Bonjour. Et à ses côtés, Monsieur Diarasouba Vamoussa, politico-économiste et aussi militant du RHDP. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Alors aujourd'hui, nous allons débattre sur les crises ivoiriennes et les issues possibles. Donc, Madame Gaé, alors la première question pour vous. L'allocution du président Alassane Ouattara, donc la semaine dernière, une allocution solennelle d'une dizaine de minutes. Qu'en dites-vous? Merci. Je voudrais juste qu'on garde une minute, ou voilà, une seconde ou une minute de silence pour toutes ces personnes qui sont tombées dans cette crise. Merci beaucoup. L'allocution du président Alassane Ouattara, j'ai été triste pour l'image de mon pays écorché négativement par les controverses du chef de l'État sortant, en disant la participation est de 53 et le taux de suffrage est 94% pour une élection boycottée par la majorité des Ivoiriens. Il faut pas oublier qu'il n'y a pas eu d'élection que la plupart des Ivoiriens ont boycotté. Et donc, je voudrais dire par là que le président sortant, Alassane Ouattara, est toujours dans ces chiffres qui ne sont pas sur le terrain. Et donc, je reviens encore et j'ai dit, le vrai taux de participation en voisine à peu près 10%, dont M. Alassane Ouattara serait réélu par cette parodie avec un suffrage de 14%. Ce taux n'est validé par une élection selon notre constitution. Alors, on vous avez compris. Alors, Monsieur Djomo Debang, qu'est-ce que vous avez à répondre quand vous voyez l'opposition ivoirienne qui se réunit déjà à travers un conseil national et qui parle d'un boycott des élections et qui parle aussi d'un taux de participation inférieur à ce qui a été annoncé officiellement? Merci de me donner la parole. Merci déjà à mes co-débatteurs, à vous-même aussi et à tous ceux qui nous écoutent. Je dirais que pour moi, l'élection, elle est derrière nous. Parce que moi, comme le président de la République l'a dit dans son message à la nation, nous, on n'est plus dans les élections. Nous, on est dans l'après-élection. Et cette après-élection, c'est comment faire pour faire revenir la paix en Côte d'Ivoire. Éviter ce qui est arrivé après ces élections.
à entendre par-ci par-là, président sortant, président ceci, ce n'est plus l'affaire du RHDP. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons tendu la main au chef de l'opposition, bien sûr, le président Rikona Bédié, que tout le monde... C'est pas une faiblesse, au contraire. Au contraire, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. Un honneur pour le président de la République de tendre la main à son aîné. À son aîné, parce que moi je pense que Bédié ne doit pas s'inscrire dans l'opposition. Pas du tout. Parce que nous avons pris le pouvoir ensemble. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le lieu de cette rencontre a été symbolique. Du Golfe. Parce qu'à partir de là, le début de la paix en Côte d'Ivoire. C'est à partir du Golfe que nous avons eu 10 ans de paix. Grâce, bien sûr, au président Alassane Ouattara et à son aîné Henri Konan Bédié. Et j'ai salué, comme tous les Ivoiriens, ce discours de rapprochement, ce discours de paix, ce discours de construction, ce discours de vivre ensemble du président de la République. Ce que n'a pas démenti d'ailleurs le président Henri Konan Bédié. Très bien. Très bien. Alors, Madame Assandje Touré, j'ai une question pour vous. Lorsque M. Jomo Debeng prétend que le Golfe Hotel a été le lieu du démarrage de la paix en Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, en tant qu'adhérent de GPS, on a le président de l'Assemblée nationale, l'ex-président Guillaume Soro, qui dit qu'il est en conflit ouvert vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Qu'en pensez-vous au sein de votre alliance? À mon nom personnel, d'abord, à la suite de Mme Gaye, j'ai une triste pensée pour les familles endeuillées et tous les blessés. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que le président Alassane a eu le choix? Non, cette même tendue a été un peu forcée. Il y a eu le Conseil national de la transition qui a été mis en place. Alors, quand on va à la paix forcée, on ne dit pas que c'est de la bonne volonté. D'ailleurs, j'en reviens à son discours du 9. C'est un beau discours dans le principe. Si on recrute, disons, le contexte actuel d'atrocité depuis la crise post-électorale, mais sauf qu'un enfant de 5 ans n'y croirait pas. Il parle de paix, d'union. Entre-temps, on a des exilés en dehors de la France, de la Côte d'Ivoire. À l'intérieur, les opposants politiques sont emprisonnés. Ils y croient quelque chose dans ces discours qui ne les convainc pas du tout, et qui ne convainc pas non plus l'opposition et le mouvement auquel j'appartiens. Et quand vous parlez des opposants politiques emprisonnés, parlez uniquement des militants GPS ou vous êtes plus large? Je suis plus large, la fille ça n'est pas du GPS. Et quand la maison du président Bédié a été encerclée, il n'est pas non plus du GPS, il est ici. D'accord. Je parle de toute l'opposition ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, GPS représente l'opposition ivoirienne dans sa majorité. Je ne dis pas ça. On est dans ce collectif de l'opposition, ce moment, pour demander que l'après-crise soit bien gérée. Parce que ces élections, soyons clairs, n'a pas été inclusive. Alors, je rappelle qu'en 2010, le président Ouattara lui-même disait que celui qui est en second pouvoir n'a pas été élu. Seuls les accords des Marcoussis l'ont mis à cette place. Le même scénario se répète. C'est pas parce qu'il y a des élections que ce président est légitime. Je dis non. Entendu. Je vois M. Diarra-Fouba, quand vous voyez un taux de participation qui est nettement au-dessus de celui de 2015, à travers 53%, est-ce que vous considérez que le président actuel a rempli sa mission? Moi, j'irai un peu plus loin. Je dirais que pendant ces 30 dernières années, c'est le président le mieux élu de la Côte d'Ivoire. Les chiffres sont là, vous venez de montrer un chiffre. Il a obtenu plus d'électeurs que M. Laurent Gbagbo en 2010. Je peux vous donner les chiffres si vous voulez. Parce que c'est 2 49 018 pour Laurent Gbagbo en 2010. Pour le président Bédié en 1995, c'était 1 706 121. Pour le président Ouattara en 2020, c'était 3 31 483. Les chiffres sont éloquents. Je suis statisticien, on voit très bien que les chiffres parlent. Au-delà du chiffre, on ira un peu plus loin parce que j'ai entendu l'opposition dire que la main tendue est une main un peu forcée. Non, pas du tout. Le dialogue n'est pas un aveu de faiblesse. Il faut qu'on sache ça.
on se reconnaît tous en un homme charismatique, le président Feu Félix Houphouët-Boigny. On dit toujours que c'est un homme de paix. Même les opposants aujourd'hui, hier qu'il insultait Houphouët voleur, c'était sacrilège. Quel ont reconnu, je veux bien parler des opposants du FPI. À l'époque, le FPI insultait carrément, envoyait des jeunes dans la rue justement pour insulter le président Félix Houphouët-Boigny de voleur. Aujourd'hui, tout le monde se reconnaît en ce grand homme. Donc, par rapport à la participation, alors au taux de participation 53%, est-ce que le président a effectivement rempli sa mission à travers ce score? Je pense que j'ai été clair. Oui, il a rempli sa mission parce que de toutes les élections, il a été toujours devant. On peut dire, ok, on peut dire que le taux de participation n'a peut-être pas été élevé comme en 2010. Ou Touré Massandier dire que l'élection n'a pas été inclusive. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi il dit que ça n'a pas été inclusif. Parce que son candidat qui n'avait pas le droit de se présenter n'a pas été retenu. Si c'est pour ça qu'elle dit que l'élection n'a pas été inclusive, je me porte en fausse. On vous a compris, monsieur. On laisse madame Massandier Touré répondre. Déjà, une élection qui se passe avec deux candidats. Dramane Ouattara organise une pseudo-élection avec deux candidats. Kakabe, qui est Roland Bertin, représentait même pas 3% des suffrages des dernières élections. Est-ce qu'on peut parler de ça, d'élection inclusive? Les principaux leaders et partis d'opposition n'ont pas participé à cette élection. Mais c'est ce que ces deux arguments, c'est pas une élection inclusive. Je ne parle pas seulement du président de mon parti ou de mon mouvement, mais je parle de toute l'opposition ivoirienne. On ne peut pas qualifier une élection d'inclusive quand la plupart ou les principaux candidats sont mis à l'écart et qu'on participe pour valider ça ou légitimer cette élection, qu'on va avec un candidat qui n'a même pas représenté 3% des élections précédentes. Bien sûr, on vous a compris. Mais quand vous parlez des principaux candidats, j'aimerais bien vous rappeler que, en revenant sur le thème du Golf Hotel, on a eu M. Soro Guillaume qui était fervent partisan de cette nomenclature politique qui résidait au Golf Hotel et qui pendant 4 mois ont phagocyté le débat politique ivoirien. Donc aujourd'hui, quelle est la cause de ce hiatus? Pourquoi aujourd'hui le GPS a tendance à vraiment décrier le pouvoir politique ivoirien? Comparaison n'est pas raison. Ce qui s'est passé il y a quelques années, les compteurs, c'est pas pareil. Alors, il n'est pas le seul à décrier. On a le FPI, le PDC, le leader, toute l'opposition. Il n'est pas le seul à décrire cette élection. Et par rapport à son allocution, alors, quand il incite aujourd'hui les militaires, officiers et sous-officiers, à se rebeller, entre guillemets, contre le pouvoir en place? Mais il est dans ses droits, monsieur. Comment? Je pense qu'il est dans ses droits, comme tous les autres partis, tous les autres candidats de l'opposition. Alors, je vous rappelle que M. Guillaume Soro a été l'un des principales victimes, une des principales victimes honnêtement, de cette campagne contre les opposants. Les autres, c'est vrai, étaient sur le terrain, ont été, quand je parle par exemple de l'encerclement de la maison de Bédier, l'emprisonnement de la Figuessan, c'est plus récent. Et ça fait depuis décembre 2019 que Guillaume a été contraint à l'exil, justement par cette mascarade et cette politique qui a mise en place. Moi, je suis beaucoup dessus parce qu'en 2005-2009, je battais les pavés pour qu'Alassane soit au pouvoir. Et voir que je combattu pour une personne qui, à l'époque, nous présentait toutes les garanties de démocratie, et que celui-ci reprenne le même schéma qu'il était opposé il y a 10 ans. Il reprochait, par exemple, au FPI ou même à Bédier à l'époque, de l'écarter des élections et d'emprisonner les candidats et les opposants. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait pareil. Qui fait pareil. On vous a compris. Là, on va s'adresser à M. Djomo Debeng. Ces derniers temps, selon l'UNHCR, on a des mouvements de réfugiés aux frontières ivoiriennes, aux limites des frontières ivoiriennes, aux frontières à l'ouest et à l'est. Quelle est votre position par rapport à ces mouvements de population-là? Moi, je dis c'est normal. C'est normal que les gens... Qu'il y ait des réfugiés ivoiriens. Je viens, je n'ai pas terminé. Je vais d'ailleurs répondre un tout petit peu à Mme Touré Massandier, qui parlait tout à l'heure de... Alassane Ouattara, aujourd'hui le président, fait aujourd'hui ce qu'il a reproché à ses opposants. Je dirais que les époques ne sont pas les mêmes. Et quand vous dites que M. Soro Guillaume est dans ses droits en appelant l'armée ivoirienne, dans toute sa composition, à le rejoindre, à lui le rejoindre, parce que je suis sûr que cette armée ne rejoindra pas
ce gouvernement fantôme en Côte d'Ivoire, à lui le rejoindre. Que pense-t-il ou que veut-il? Pense-t-il encore qu'il est dans l'époque où il était dans la rébellion? Précisez votre pensée. Je répondais à la question concernant les réfugiés. Je termine. D'accord, très Je bien. pense que la Côte d'Ivoire est au-delà de ça. La Côte d'Ivoire, il n'aura plus de rébellion, il n'aura plus de soulèvement militaire. Et ça, sous Alassane Ouattara, je ne pense pas que ça se fasse. Aujourd'hui, les élections s'arrachent dans les urnes. Nous n'avons écarté aucun candidat. Les candidats se sont écartés eux-mêmes. Parce que moi, aujourd'hui, quand j'imagine que dans ce verre, il y a de l'eau et qu'il y a de l'alcool, et que vous venez vous déposer, je ne sais pas moi, de l'eau, c'est que vous avez fait exprès. Revenons sur les candidatures, par exemple, quand vous nous dites que oui, le président a écarté tout le monde. Ce n'est pas le président qui a écarté, c'est les institutions chargées des élections qui a fait un tri et qui a sélectionné ceux qui devraient aller aux élections et ceux qui ne devraient pas y aller. Comment, madame, vous avez sur votre dos 20 ans d'emprisonnement et que vous vous entêtez à aller poser votre candidature? Je pense que c'est faire exprès. C'était le cas du président du FPI. Oui, c'est exprès. Revenez à votre question, mon cher ami, en me disant qu'il y a des réfugiés. Oui, c'est normal. Parce que même moi, dans ma maison, aujourd'hui, avec ma famille, si je dois taper un de mes enfants, qu'il a peur, il va aller se réfugier sur le voisin. Donc l'État ivoirien tape vraiment sur les C'est pas ce que je te dis. C'est pas ce que je vous dis. Je dis ceci. Il y a eu des élections. Sur ce même plateau, notre co-débatteur de la dernière fois a dit que les Ivoiriens, en fait, l'État ivoirien habillait des étrangers en tenue militaire. Donc c'est dit que cette propagation de fausses nouvelles est partie. Les gens sont partis de peur. Parce que ceux qui sont partis, ils n'ont eu aucune trace sur la peau. Et encore dans le discours du président de la République, si vous vous rappelez bien sûr, il a donné ordre au gouvernement du Premier ministre Ahmed Bakayoko de faire entrer ceux qui sont sortis. Et nous nous attelons à ça et nous le ferons et aucun Ivoirien ne restera à l'étranger. Alors si on veut comprendre bien, les mouvements de réfugiés sont dus à des fake news. Ben, je pense que oui, mais si le président l'a dit, c'est qu'il y a peut-être une part de vérité, mais c'est à moindre. Peut-être. Voilà. Non, alors, je vais répondre à M. Tchono. Alors, sur la question du fait que M. Thierry Guillaume a été condamné, donc il n'a pas droit à l'élection, je vous rappelle que la Cour africaine des droits de l'homme a invalidé ces accusations. Effectivement. Et que, déjà, si on parle de la légalité, M. Dramane Ouattara n'aurait pas dû se présenter. Le président Alassane Ouattara. S'il vous plaît. Bon, en tant qu'ancien président, oui, je peux autant l'appeler M. Dramane Ouattara comme M. le président Ouattara. Alors moi, il m'essaie de l'appeler M. Ouattara. M. Ouattara, si on se place sur le plan de la légalité, sa candidature n'a pas lieu d'être. La Cour constitutionnelle devait invalider sa candidature. Le troisième mandat est anticonstitutionnel. Il est anticonstitutionnel. Démontrez-le. Ben, nous, on l'a démontré. On a, à travers les médias, on a montré déjà la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme a invalidé la décision, en tout cas prise par l'État ivoirien. Oui. Et on aurait dû tenir compte de cela pour le réintégrer sur la liste et des candidats pour l'élection du 31 août 2020. En deux mots? Ça n'a pas été fait. Donc, quand vous parlez de l'égalité ou de sa candidature n'est pas valable, je dis non. Alors, Madame Gaye. Oui, je voudrais encore revenir sur l'allocution du président Alassane Dramane Ouattara qui invite un dialogue franc et sincère. Depuis le temps que M. Alassane Dramane Ouattara, on l'invite à dialoguer autour des tables et qui n'a jamais accepté. Là, on était sur cette table, sur ce plateau, là où les représentants RHDP disaient qu'il faut qu'on mate la population ivoirienne et la population ivoirienne doit être matée. On voit qu'il y a eu un carrelage à un bateau. Et c'est là maintenant que le président Dramane Ouattara accepte un dialogue franc et sincère. Donc je voudrais savoir. Il est sincère. Non, c'est ce qu'il souhaite. Vous avez dit sincère. Non. Est-ce qu'il est sincère? Non, mais c'est le dialogue qu'il souhaite, franc et sincère. Oui. Donc nous, on s'est dit, pour la première fois, il faut vraiment qu'il soit franc et sincère, parce que ça n'a jamais été son cas. Tout ce qu'il dit
Après, il passe à autre chose. Il a invité M. Bédier en tant que qui, le président de la République? Il a invité en tant qu'opposant ou ce n'est pas vous qui posez les questions. Non, je vous pose non, ce n'est pas vous. Attendez. Ce n'est pas vous qui posez les questions. Ce n'est pas vous qui posez les questions. Donc, il a invité le président Bédier, oui, qui est actuellement le président du Comité national de transition. Donc, on lui demande que cette fois-ci, qu'il soit sincère. D'accord. Sans vous couper, le président, pendant son allocution aussi, a parlé de démocratie, qui considérait que la démocratie reposait sur le respect des lois et des décisions des institutions. En soi, le président, il s'engage dans cette démarche-là. Mais lui, il n'a jamais accepté les lois. Parce que s'il acceptait véritablement les lois, il ne sera pas candidat. Parce que sa candidature est anticonstitutionnelle. Mais il s'enquête et aujourd'hui, les Ivoiriens meurent. On a un bateau, à une journée, on a plus de 35 morts. Et ce n'est pas normal pour une candidature, pour les élections. Les Ivoiriens ne doivent pas mourir chaque fois. Donc il n'est pas sincère, il n'est pas sincère. Pour vous, oui, pour moi, il n'a jamais été sincère. Mais là, cette fois-ci, il demande un dialogue parce que il a le dos au mur. Alors, on vous a compris. Alors, monsieur Diarra-Souba, alors, après les décès qu'on a pu relever, par exemple, à Dabou, et aussi les morts en bateau, les mouvements de réfugiés aux frontières ivoiriennes, est-ce que, pour vous, l'État ivoirien exerce effectivement son rôle régalien? Je suis, comment on dit, peiné de le dire, mais je voudrais une fois de plus m'incliner devant la mémoire de nos morts, la mémoire des Ivoiriens assassinés froidement par le discours haineux des opposants. Pourquoi je dis ça? Parce que tout est dans le discours. La désobéissance ou le boycott actif, si ce boycott actif était dans une démarche de progrès, il n'y aurait pas à avoir des morts. Mais vu ils ont demandé quoi? À l'époque, l'opposition a demandé ville morte. Ça n'a pas été respecté. Les gens ont vaqué à leurs occupations. Ils ont durci les positions. Voilà pourquoi ils ont commencé à attaquer les symboles de l'État. Ils ont fini par attaquer les symboles de l'État. Ils ont commencé à attaquer les biens privés. Donc, forcément, ce qui s'est passé, en aucun cas, il y a eu dans n'importe quel média au monde, si vous l'avez, vous pouvez me donner, que les forces de l'ordre ont tiré sur des manifestants. Rien. Ce sont des manifestants qui se sont entretués. Pourquoi? Parce que le discours de haine a fait son travail dans la conscience des militants de l'opposition. Ça, c'est un fait, c'est factuel, on a tous vu. Si, imaginons un seul instant, si le président Ouattara ou un de ses spies disait, comme a dit à l'époque le président Gbagbo Laurent, matez tout ce que vous trouvez, ou ordre est donné à... En fait, le discours... Laissez-moi terminer, madame, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Le discours, tout est dans le discours. Le verbe est important. Dans un état de droit, quand on est à des postes de responsabilité, il faut savoir ce qu'on dit. Je vais citer quelqu'un que j'aime bien. Plutarque disait, quand on veut parler, il faut savoir parler. Et le parler en tant que leader pèse plus que tout. Le discours de M. Afin Guessan a fait des dégâts. La preuve en est, si on regarde même les zones sinistrées en Côte d'Ivoire, moi je suis du Nord. Mais il est sa résidence brûlée et pillée. C'est vrai, moi je suis du Nord. Mais si on regarde les zones qui ont été sinistrées où il y a eu des bagarres, ce sont les zones des opposants. D'accord, donc c'est le discours haineux en fait compte d'opposants qui font que tout ce qui se passe, toutes les victimes, toutes les guerres entre ethnies. J'ai pas compris la question. Donc j'ai dit c'est le fait du discours d'opposants. On est bien d'accord, c'est ce que vous certifiez. Exactement. Moi je dis et je répète, non, je n'ai jamais dit qu'on n'a pas le droit d'être opposant. Ah non madame, je n'ai pas dit ça. Je dis le discours clivant de l'opposition a fait que les gens se sont embrassés. C'est très simple.
Mais monsieur, par nature, l'opposition est destinée à être clivante, à choisir un camp. D'accord, l'opposition est destinée à être clivante. C'est normal à choisir un camp. Mais lorsque, dans votre posture d'opposant, vous cherchez à mettre les Ivoiriens en guerre ou en palabre, vous sortez du cadre démocratique. D'accord, très bien. Excusez-moi, je peux passer que c'était l'affirmation qui a été dite ici. Le discours clivant dont vous parlez, ça vient de la RHP. C'est vous qui avez fabriqué ce dos, tension ethnique justement pour légitimer tout ce que vous allez faire. C'est le PIB. C'est vous. Donc le discours clivant ne vient pas de l'opposition, c'est plutôt l'RHP qui est à la base de ça. On le sait tous, les ministres, j'aimerais savoir. Pouvoir. J'aimerais savoir. Madame Touré terminer, monsieur. On ne veut pas que je sois Madame Gaï, s'il vous plaît. parce que je suis du Nord. Non, ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été dit. Les ministres, je ne comprends pas l'intérêt de l'opposition de s'entretuer pour dire ces choses. Alors, nous aussi... Dites-moi juste le nom d'un seul ministre qui a eu un discours appelant au meurtre ou appelant un... Dites-moi juste un seul nom de la majorité présidentielle à avoir un discours appelant à descendre dans la rue ou appelant au meurtre ou appelant. Dites-moi un seul. C'est nous qui posons les questions, monsieur. Madame, on sait que dans le discours, en tout cas au sein de la RGP, c'est de dire, eh bien écoutez, les Djoula, si vous laissez quelqu'un venir au pouvoir, c'est les Djoula. Je suis du Nord, mais je suis contre cette discours planique. Parce que quand on est en démocratie, qui disait que n'a jamais dit ça. Si jamais le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, n'est plus au pouvoir, il y aurait des représailles. Il y aurait les gens, règlement des comptes. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et qu'est-ce qu'elle... On vous a compris, Madame Gaï. Je reviens sur... Monsieur Diarassois, je vous reprends également ce que Monsieur Jomo. Oui, alors, en tout cas, le président GPS de notre mouvement n'a jamais parlé de faire un coup d'État. On a tous parlé, toute l'opposition a parlé de désobéissance civile. Et c'est un droit. Que vous voulez faire devant une personne qui refuse de tendre la main, qui refuse tout discours, enfin, toute démarche de pacification du pays? Il le fait après les élections. La même tendu, il aurait fallu l'attendre avant les élections, organiser des élections inclusives et faire revenir les fils du pays qui sont à l'extérieur. Mais mettre ça après la mort, moi je ne vois pas l'intérêt. Donc je reviens, on n'a jamais parlé, on a parlé de désobéissance civile qui est une autre façon légale de pouvoir faire front face à quelqu'un qui ne veut rien entendre, qui veut laisser la situation empirer. Voilà ce que j'ai à dire. Ok, madame, voilà. Monsieur... Merci beaucoup. Madame, je suis très content aujourd'hui qu'un débat se passe dans une clarté, qu'on entende ce que les uns et les autres veulent dire. Mais sincèrement, je ne veux même pas parler de votre leader. Je ne veux même pas parler de lui. Pourquoi je ne veux pas parler de lui? Pourtant, vous l'avez fait. Vous avez dit qu'on ne peut pas... jamais ce qui s'est passé, disons, le coup d'État de ça. Écoutez. Dans son discours, quand il a parlé des désobéissances civiles, il ne parle pas de... Monsieur Jomo, terminez, s'il vous plaît, madame. Je vous laisse terminer, monsieur. Je vous dis, je ne veux même pas parler d'un monsieur comme ça. Mais vous l'avez fait, c'est ça que je réponds. Je ne peux pas aussi passer ça. C'est vous qui avez commencé à parler de lui. Vous voyez le débat dernier, je n'ai même pas prononcé son nom parce que ce n'est pas un homme crédible. C'est ce que je suis en train de vous parler. Nous parlons bien de l'ex-premier ministre. Vous l'avez fait, madame. Je vous dis, quelques jours avant ces élections, si M. Soro-Guillaume savait que la Côte d'Ivoire allait être comme ça, que la Côte d'Ivoire n'allait pas accepter, que la Côte d'Ivoire était dirigée par un dictateur, M. Soro-Guillaume ne poserait pas sa candidature. De un. Madame, je suis en train de vous dire qu'au-delà d'Afin-Guessan, bien sûr qui a appelé à la haine, Soro-Guillaume en a fait autant. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai dit bien, c'est pourquoi d'ailleurs je ne veux pas parler de lui. Parce que nous n'avons pas besoin d'un candidat virtuel. Nous n'avons pas besoin d'un candidat qui réagit sur Facebook. Nous avons besoin d'un candidat présent. Nous avons besoin d'une présence physique. Laissez-le entrer. Laissez-le entrer. Laissez-le entrer, monsieur. Personne n'a interdit, excusez-moi. Personne n'a interdit à Soro-Guillaume de rentrer. C'est Soro-Guillaume même qui s'est chassé. Soro-Guillaume ici a fait un tapage à l'aéroport d'Orly. Je rentre en Côte d'Ivoire. À ma grande surprise, on nous fait croire qu'il y avait un attentat qui l'attendait.
et Soroguium a atterri au Ghana. Du Ghana en Espagne. D'Espagne à ici. Paraît-il même qu'il est en Suisse parce qu'il n'a plus de carte de séjour. Et le mandat international, c'est lui qui l'a lancé lui-même. C'est lancé le mandat international. Madame, quand vous allez pour attenter à un pouvoir d'État, un pouvoir démocratiquement élu, avec toutes ces institutions en place, vous n'avez qu'à vous en vouloir à vous-même. Alors, M. Soroguium a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire. À ce titre, président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale aussi. À ce titre, je le respecte. Mais le fait d'être un monsieur qui aujourd'hui dit ça et qui dit ça demain, moi je pense qu'il n'a plus de crédibilité devant moi, mes yeux de Modébeng. Je vous écoute. Voilà. Madame Gaye. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce que le pouvoir en face nous dit. Aujourd'hui, M. Soroguium n'est pas crédible. Mais pourtant, hier, il était. Qu'est-ce qui a changé? Voilà. S'il n'y avait pas eu Soroguium, sachez que aujourd'hui, on ne serait pas avec M. Alassane Dramane Ouattara. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est Soroguium qui a fait tout ce qu'il devait faire pour que vous soyez au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire marcher sur le corps des Ivoiriens. Vous l'avez récupéré aujourd'hui, pensant qu'il allait faire pour ce qu'il a fait hier. Monsieur, je termine. Monsieur, autour de cette table, je vous rappelle encore, le week-end dernier, c'est vous qui étiez là autour. Et il y a des personnes comme vous, partout en Côte d'Ivoire, et c'est ceux-là qu'on déverse dans les fiefs de l'opposition. Quel genre de personnes qu'on déverse? Des personnes avec un discours, des personnes avec un discours ou des discours haineux. Ah ouais? Hier et samedi dernier, oui, vous étiez là et nous-mêmes on a dit, on prend toutes les personnes autour de la table à, comment on appelle? À témoin. À témoin. Oui. En disant, il faut les mater. On va les mater. Si quelqu'un se lève, quand un Ivoirien se lève, on va le mater. On va le mater. Gbagbo, dans sa prise de pouvoir, dans son élection, Monsieur Laurent Gbagbo, dans sa prise de pouvoir, il a dit 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi j'avance. Je suis mouvement de lui. Il ne dit pas que vous êtes FPI. Moi j'ai dit maté, s'il vous plaît. Lui il a dit 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, j'avance. Moi j'ai simplement dit maté. Ça vous dit que c'est vous comme ça qui partent dans les fiefs des opposants. Parce qu'avec Alassane Dramane Ouattara, on n'est pas avec lui, on est contre lui. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans nos fiefs, il y a des microbes qui sont laissés là-bas. C'est-à-dire nous les femmes, nos propres enfants, nos enfants, les enfants que nous avons portés dans le ventre pendant 9 mois. Pendant 9 mois, aujourd'hui, le nom que vous leur donnez, des microbes. Et ces microbes-là, que vous avez déversés, pour qu'ils fassent votre boulot, comme hier, monsieur Soroguium l'a fait, et aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de lui. Tout ce que vous avez eu à faire, c'est de le poursuivre. 20 ans. Mais vous, depuis que les Ivoiriens meurent, quand on vous a jugé, voilà. On vous a compris, madame. Je pense que monsieur Alassane Ouattara est sincère dans cette main tendue. Il faut qu'il fasse rentrer tous les exilés. 2, tous les emprisonnés politiques en Côte d'Ivoire soient libérés. Là, et ensuite, qu'il accepte qu'on puisse réorganiser des élections inclusives. Alors, moi, je dirais oui. Moi, je ne crois pas du tout. Permettez-moi, je vous pose une question. Alors, quand vous voyez un responsable hiérarchique de l'armée ivoirienne, en l'espèce, M. Apalo Touré, qui rencontre des jeunes de Béomi, par exemple, pour leur parler de paix et de réconciliation, est-ce que c'est pas un geste du président quand il parle de démocratie pour apaiser les tensions? Oui, on peut le dire que c'est un geste, mais alors, il ne faut pas battre deux discours en même temps. En surface, on dit, puis on prône la paix, et puis de l'autre côté, on a des actes qui posent le contraire. Les éléments de langage, c'est pas suffisant, il faut les actes. Je vous disais tantôt, la crédibilité va se jouer sur quoi? Sur le fait qu'on libère tous les prisonniers, oui, et que tous les réfugiés reviennent. Et qu'ensuite, il accepte de réorganiser les élections inclusives. Bon, jusqu'à présent, les conditions n'étant pas réunies, oui, je doute fortement de la sincérité. On vous a compris. Alors, là, monsieur Diarra-Souba, j'ai une question également pour vous. Vous pensez quoi de ceux qui disent qu'à vaincre sans gloire, au triomphe sans péril? Avant de vous répondre, j'aimerais juste apporter une petite précision. Le général Apalo n'est pas du RHDP, c'est militaire. On ne l'a pas dit. Républicain. On n'a pas dit. J'ai entendu tout à l'heure les gens de... Le responsable hiérarchique de l'armée ivoirienne. Il n'est pas du RHDP, il est... Hiérarchique, il a dit. D'accord.
Ok. En fait, ce que j'aimerais tout simplement dire ici, l'ambition politique ne peut pas justifier que nous perdons notre humanité qui est en nous. Eh ben, je vous retourne la même. Attendez, c'est fini, madame. Donc vous vous sentez déjà visé, je ne sais pas pourquoi. Ah non, je voudrais parler de votre leader. Quand le monsieur se met sur Facebook en direct, prend son téléphone, il met devant lui, il dit à l'armée de Côte d'Ivoire, l'armée républicaine. Parce qu'il a ces éléments là-dedans. Parce que quand il dit l'armée, en réalité, il ne parle pas à l'armée ivoirienne. Il parle à ces éléments. Il parle aux gens qui sont restés proches de lui. Forcément, dans un mouvement d'ensemble, les objectifs ne sont jamais les mêmes. Il y a des gens qui vont par affinité rester avec d'autres. Il dit, je donne l'ordre où l'armée ivoirienne doit, en fait, en substance, doit chasser le président Ouattara du pouvoir. Ah, ok, c'est bien. Maintenant, vous dites que, je rebondis encore sur une autre question où on dit que l'élection a été, madame, c'est pas parce que c'est comme ça a été hier que ça doit être comme ça. On veut quoi au juste? On veut avancer ou on veut régresser? On veut avancer. Alors, monsieur, il y a l'opposition qui prétend qu'à vaincre son gloire, on vaincre son péril. Vous avez exactement répondre à cette on peut avancer. Merci, madame. Quand on dit à vaincre son gloire, on triomphe sans péril. Moi, je crois pas. Parce qu'en fait, en réalité, c'est que l'opposition a eu peur d'aller aux élections. D'accord. Parce que l'opposition a eu peur d'aller aux élections. Quand je dis l'opposition, je ne parle pas des gens qui ne sont pas dans le droit. Le droit, c'est celui qui respecte les lois de la République. Oui. Et c'est qui celui-là? On laisse monsieur. Madame, vous ne pouvez pas me débousser. La République est régie par des lois. Oui. On ne peut pas vouloir atteindre à l'autorité de l'État, chose qui a été même confirmée par les protagonistes du GPS qui ont dit oui, l'audio est authentique, ça date de 2007. Monsieur, vous allez répondre. L'avenir vient du passé, madame. On ne se lève pas comme ça pour créer le monde. Hein. Le monde, ce sont les États. Afoussata Bamba a reconnu l'audio. Ok. Du moment où vous reconnaissez l'audio, mais nous on se base sur ça. On ne peut pas être dans la légalité en voulant déstabiliser un pouvoir. Donc, il n'est même pas candidat. Moi-même, j'ai été plus loin. Le président a dit que moi, j'ai été plus loin en disant que le dépôt des candidatures de M. Guillaume Soro et du président Laurent Gbagbo, j'ai été même à dire que c'est de Comédie Club. Donc, ça veut dire qu'il savait pertinemment que la candidature allait être rejetée. Il a été quand même déposé la candidature. Parce que d'abord, quand on a un problème avec la justice, on ne peut pas, même dans des législations, on ne peut même pas voter à plus forte raison prétendre à diriger un pays. Dites-moi un seul pays où un condamné a été accepté à compétir dans une élection démocratique. Si vous me dites, je dirais alors que, comment on appelle ça, le gouvernement ivoirien avait tort. Parce qu'en fait, ce que les gens oublient, ils essaient de faire comme si en Côte d'Ivoire, le pouvoir était centralisé ou tout était géré par le président. Mais c'est faux. Le pouvoir... Alors on a la vacance du vice-président, par exemple. Les pouvoirs en Côte d'Ivoire, sur cette table, nous connaissons tous que les pouvoirs sont séparés. Le pouvoir exécutif... Non, le pouvoir exécutif est différent du pouvoir judiciaire. Non, quand le juge, c'est un collège, c'est pas une personne qui décide. Le juge, le président du Conseil constitutionnel est sorti, il a fait un communiqué, on a tous vu le communiqué, c'était clair et net. Quelqu'un qui est condamné ne peut pas prétendre à une compétition nationale. Très bien. Madame Touré, oui, je ne veux pas vous laisser dire ça, monsieur Diarra-Souba. D'abord, je reviens sur le fait que vous disiez que monsieur Guillaume Soro est sorti sur les réseaux sociaux et qu'il a dit telle chose. Je rappelle aussi que sur les mêmes réseaux sociaux, il a dit « j'ai pas l'âge, je fais le coup d'État ». Il a cité Che Guevara à cet âge. Alors, il a même dit « ils sont focalisés sur moi, c'est un jeune de 25 ans qui va aller faire un coup d'État ».
Donc c'était clair dans notre esprit. Ensuite, quand vous revenez sur le fait que... L'incitation au coup d'État, c'est quoi? Quand vous revenez sur les discours, sur le fait de depuis décembre 2019 en disant on a eu cette Dieu, mais c'est drôle que cette Dieu la sorte au moment où il s'est dit candidat. Vous l'avez 1 an, 2 ans avant tous ces éléments de preuve. Politique, il était président de l'Assemblée nationale au moment des faits, de l'audio, de l'écoute. Là, il n'a pas été poursuivi. C'était le bon fils. Mais dès qu'il a voulu se présenter candidat, on ressent le Dieu qui était enregistré il y a 1 an de cela. Mais attendez, on est dans quel état de droit? On est dans l'état de droit. Permettez-moi d'en douter déjà. Vous parlez de... Il a confirmé. Madame, son idée, s'il vous plaît, monsieur. D'accord. Il a dit clairement qu'il y avait cet Dieu. Il a précisé les contextes dans lesquels cette Dieu a été prise. Et il rappelle aussi que ce Dieu était à la disposition du pouvoir en place depuis au moins 1 an. Pourquoi il a fallu quelques jours avant son arrivée à Abidjan pour qu'on ressorte cette vieille histoire? Donc cet argument-là, honnêtement, je pense qu'il faut avancer là-dessus. Ça ne fait plus débat là-dessus. Je reviens sur le fait aussi que quand vous parlez d'état de droit, le président de la Cour constitutionnelle est venu présenter un document. Mais attendez, quand les présidents des membres justement qui doivent déclarer qui sont au sein de la Chambre constitutionnelle ont une épée de Damoclès sur eux là. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent? Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent? On sait dans quel contexte ces élections ont été déclarées. Mais dans quel contexte Ouattara a été déclaré candidat et validé sa candidature. Elle n'aurait pas dû se faire, honnêtement. Je rappelle justement un autre... tombe bien, je vais poser une question. Un juriste, Roger Bandeter, qui était président au sud de la Chambre constitutionnelle ici, qui a dit le pouvoir politique me nomme. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude. Pourquoi? Ce devoir d'ingratitude prévaut lorsque l'intérêt général de la population ou du peuple fait que celui qui m'a nommé à ce poste-là, je le désobéis, je suis ingrat parce que l'intérêt du pays est en jeu. On y reviendra. C'est pas le cas chez nous. On a des gens qui sont à la sorte du pouvoir. On dit les lois quand ça arrange le pouvoir. Oui. Mais non, donc on n'est pas dans un tas de droit. Vous avez compris. Alors, monsieur, s'il vous plaît. Alors, monsieur Jomo Debang, là, aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 semaines après les élections. En tant que responsable de la diaspora du RHDP... Non, je ne suis pas responsable. En tant que délégué associé. Il n'est pas de RHDP, on va dire. Comme vous l'entendez, alors monsieur, quelle est la place du citoyen ivoirien aujourd'hui dans le programme du président nouvellement élu Alassane Ouattara? Voilà, merci beaucoup. Merci. Avant de continuer ou avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire à mesdames en face de moi, bien sûr, qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de microbes, il y a des enfants en conflit avec la loi. Donc, que ce soit clair pour nous tous, c'est des enfants en conflit avec la loi. C'est pas nous qui avons parlé de microbes. Non, c'est madame qui parle. Non, je vous dis, c'est le nom, les appelés. Vous voyez que depuis que vous parlez, je parle. Monsieur, nous avons posé une question, monsieur. Merci de répondre. Par rapport à votre question, pour voir la place des Ivoiriens, bien sûr, parce que c'est pas que les enfants ivoiriens, les Ivoiriens en général. Les citoyens ivoiriens. Les citoyens ivoiriens, comme vous avez dit. Ben oui, ça s'inscrit dans le discours du président de la République. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, élu avec plus de 14% des suffrages, a mis au cœur de son programme d'abord la sécurité des Ivoiriens, le travail pour les Ivoiriens, la santé pour les Ivoiriens. Il faudrait que les Ivoiriens puissent se déplacer. Nos agriculteurs puissent partir d'un point A à un point B. Nos forces de sécurité passent partout, qui n'est pas un endroit de non-droit pour les forces de l'ordre. C'est ça qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je termine. Aujourd'hui, je reviens. Quand on m'accuse d'avoir dématé, j'ai dématé. Je ne le retire pas. C'est pourquoi d'ailleurs que cette opposition réunie autour de leur soi-disant CNT est en train d'être démantelée. Là, on parle du projet de société, monsieur. Je viens... Non, mais c'est vous qui le dites, dans le projet de société, vous qui le dites. Il y a le faire respecter les institutions de la République. Et dans faire respecter les institutions de la République, il y a le démantèlement, je dis bien, de leur CNT. Et je reviens encore dans ce programme. Aujourd'hui, les Ivoiriens, regardez, après les élections, vous avez vu tous ces embouteillages dans Abidjan? Parce que nous sommes allés donner la confiance encore à un président sortant et rentrant, le président Alassane Ouattara. Avec plus de 3 millions de voix. Ça, oui, plus de 3 millions de voix, je vous dis. Parce qu'il y a eu 1 million de personnes qui ont été empêchées d'aller aux urnes par, excusez-moi, par la faute de ces soi-disant groupuscules de politique. On aurait 4 millions de voix. On aurait 4 millions de voix. Je suis content. Parce qu'il y a eu plus d'1 million qui ont été
je dis bien, qui ont été forcés de ne pas exécuter oui, le droit de vote. Et ça, ce n'est pas bien. Mais ça, en Côte d'Ivoire, on accepterait. Voici une preuve d'évidence que la main tendue de M. Ouattara n'est pas sincère. Donc votre objectif, c'est de démanteler la CNT. On va le démanteler. Ah oui. D'accord. Et ça, c'est en train de faire. Vous êtes d'accord avec la CNT? Messieurs, dames, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord avec la CNT, s'il vous plaît? Monsieur Djombo, nous ne ferons pas faire ce coup d'État. Jamais en Côte d'Ivoire. Monsieur Djombo, c'est bien compris. Alors, Madame Gaye, une petite question. On va parler du bilan du président Alassane Ouattara. Donc un taux de croissance assez incroyable, à la hausse, des infrastructures, un stade d'Abidjan, on a des routes, des BMP, voilà. On a 60 000 places. Des zones d'Abidjan qui va les enlever. Que pensez-vous dessus? Moi, pour le stade d'Abidjan, parce que monsieur revient encore dessus. Et donc, je voudrais savoir, parce qu'on avait parlé le week-end dernier, vous reveniez dessus, je voudrais savoir dans quel secteur, en parlant de cela, c'est dans quel secteur vous avez créé les emplois. Parce que le stade, ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas la population, ce n'est pas des Ivoiriens qui ont travaillé. Et nous savons tous qu'aujourd'hui. Mais je voudrais tout simplement parler, parce qu'en parlant, vous avez parlé de l'opposition. Qui a eu peur, l'opposition qui a eu peur, et pour cela, voilà, elle n'a pas été aux élections. Et donc, je voudrais savoir pourquoi l'opposition a eu peur, et elle n'est pas allée aux élections. Vous savez, moi je pense que la personne qui a peur, c'est le président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, toutes les personnes qu'il trouve vraiment, comment on l'appelle, fortes, sont en prison ou à l'exil. Et pourtant, à son temps, le président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui rejeté et qui demande juste un petit passeport pour se rendre dans son pays, on ne peut pas lui donner. À son temps, il avait fait l'impossible. Et pour cela, il est même parfois lapidé. Parce qu'on ne prend pas des degrés pour pouvoir faire plaisir à un individu. Ça a permis aujourd'hui à ce qu'il y a ce monsieur au pouvoir qui ne devait pas. Et ce qui ne devait pas, il est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc vous pensez qu'il a signé? Donc vous pensez que le président... Et il marche sur les corps. Donc vous pensez que le président... Laisse Madame Gaye terminer, ensuite vous avez la parole. Des Ivoiriens. En 2 mots s'il vous plaît. Donc ce que je voudrais dire, oui. La personne qui a peur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, oui. C'est le président sortant, Alassane Dramane Ouattara. Le bilan économique. Je reviendrai sur le bilan. Voilà. Nous parlons de... Vous avez parlé de tram, le stade et tout. Je vais dire, parlons du tram d'Abidjan. Un tram, mais ce n'est pas le métro. Hein. Un tram d'Abidjan. C'est le métro, madame. C'est pas le métro. Donc le tram d'Abidjan, voilà ce qui coûte 1,36 milliard d'euros, ce qui fait 800 milliards de nos francs CFA. Est-ce que cet argent, on ne pouvait pas prendre ça pour faire autre chose? C'est un projet à long terme. Voilà. Mais c'est surtout ce que je voudrais souligner est que ce métro, c'est surtout l'escroquerie organisée avec M. Alassane Dramane Ouattara. Mais est-ce le seul exemple des réalisations? Nous avons une réalisation, madame. Alors, on vous a compris, madame Gaye. Je voudrais tout simplement dire le métro là. Oui. Le métro, il a coûté plus cher. Vous traitez votre président d'escroc. Il a coûté. Vous êtes citoyen ivoirien, en vrai. Pardonnez, Il a coûté plus cher que le TGV marocain qui coûte à peu près 2 milliards. Donnez-nous aussi la... On vous a compris la distance. Qui coûte 2 milliards. Voilà, à peu près 21 milliards de... Pour combien de kilomètres? Le prix du TGV, on a combien de kilomètres? 200 kilomètres. Alors, madame Gaye, on vous a compris. On vous a compris, madame Gaye. Voilà. Et il coûte juste, comment on appelle, 200 kilomètres. Voilà. Mais vous n'avez rien dit, voilà quoi. Qui coûte 200 kilomètres. Qu'est-ce qu'il coûte? Le prix d'un TGV. Je vais vous dire pour le prix. Allez-y, on vous écoute. Le prix d'un TGV,
C'est-à-dire que le métro ivoirien coûte beaucoup plus cher que le TGV marocain. Que de payer une villa à 1 milliard en Côte d'Ivoire pour un ancien On n'a pas d'hôpitaux. On n'a pas des hôpitaux. Est-ce que vous êtes en Côte d'Ivoire, madame? Pourquoi je ne suis pas en Côte d'Ivoire? Allez-y alors. Pourquoi je ne suis pas en Côte d'Ivoire? Je vais souvent en Côte d'Ivoire. J'ai été candidate en Côte d'Ivoire. On n'est pas au village. Donc, ces hôpitaux et les équipés, et voilà, les égouts. On vous a compris, pour vous, ne sont pas construits. Monsieur Darasouba, messieurs, dames, on vous a bien compris, monsieur Jomo de Bank. Messieurs, dames, s'il vous plaît, ça ne tournera pas en dialogue, s'il vous plaît. Monsieur Darasouba, vous souhaitez répondre aux assertions de madame Gaé? On vous laisse répondre. Bien sûr. Ce que j'ai oublié. Madame, on vous a compris, s'il vous plaît. Je vais ajouter tout simplement parce que, en fait, voilà le kilomètre, ça dit, pour 1,36 milliards, on a 37 km. Il fallait que je souligne. Les Marocains, ils ont 200. Nous, on a simplement 37 km et ça nous coûte la peau des fesses. Là, c'est bien entendu. Monsieur. Au-delà de l'économie, des chiffres, tout ce que vous annoncez, tout ce qui compte dans un pays, c'est l'état d'esprit. Dites-moi, en Côte d'Ivoire, objectivement parlant, quel est le président qui a le discours le plus posé, qui a le discours qui n'appelle pas aux Ivoiriens de descendre dans la rue, qui a le discours mesuré? Attendez, monsieur, oui, laissez-moi terminer cette question, monsieur. C'est le président Ouattara, reconnu mondialement pour son calme. Oui, mais il travaille pour les mondiaux. Ah ben, j'ai pas fini. On parle des Ivoiriens et vous parlez. On est dans la mondialisation, on ne peut pas vivre en autarcie. On ne peut pas vivre qu'entre nous. On se mentait quand le président Gbagbo était là en disant non, on a manioc, on a igname, on a maïs. C'était faux. C'était se mentir. On ne peut pas vivre en étant fermé sur soi-même. C'est faux. On a besoin des compétences d'ailleurs, des transferts de compétences d'ailleurs. On a besoin de ça. Il faut savoir ça, madame. Merci. Ouais. Maintenant, le problème, c'est quoi? L'économie ivoirienne. Mais je suis très heureux qu'on nous pose cette question lors de ce débat. Le taux de croissance soutenu du président Ouattara depuis plus de 9 ans, jamais égalé en Côte d'Ivoire. Même son père, Félix Houphouët-Boigny, n'a pas fait un taux de croissance soutenu comme ça. Et le père Félix Houphouët-Boigny avait dit à l'époque, celui qui fera le deuxième miracle ivoirien, c'est le président Alassane Ouattara. Vous connaissez le taux de chômage? Attendez, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, on peut aller sur plusieurs taux de chômage. Il y a le taux de chômage de BIT, et puis il y a le taux de chômage des opposants. Moi, je ne regarde pas ça, ça c'est vous. Parce que vous êtes opposant, détracteur. Non, il y a le taux de chômage. Le marché du travail, madame, je ne vais pas dire que je maîtrise tout, mais l'économie du travail, je peux vous démontrer comment on calcule un taux de chômage. L'UNICEF avait reconnu qu'en Afrique, en réalité, si on va un peu plus loin, on dira qu'il n'y a même pas de taux de chômage en Afrique. Même quand on rentre le secteur informel. Voilà. Donc, je n'irai pas là. Non, le secteur informel n'est pas autonome. Oui, bien sûr qu'il est autonome. À hauteur de moins $1 par jour. Et vous savez combien représente le secteur informel dans l'économie ivoirienne? Dites-le nous. 70%. Moi, je vous dis. Ça pèse 70%. 90% des emplois. Non, ça c'est votre chiffre à vous. Non, c'est la Banque mondiale. Moi, c'est les chiffres de la Banque mondiale que j'ai. Non. Moi, c'est les chiffres. Ce que je dis, c'est pas de moi, c'est les chiffres de la Banque mondiale. Allez-y. Terminé. Voilà. En fait, pour vous dire quoi, si on calcule comment on trouve le taux de chômage parce qu'il y a plusieurs taux de chômage. À l'époque, le ministre Touré avait dit 2%. Les opposants ont dit ah c'est faux, c'est faux. Ah. Je vous informe sur ce plateau que quand on est étudiant, on n'est pas considéré comme un chômeur, on est considéré comme en formation. On ne rentre pas dans le calcul des gens qui sont, comment on appelle ça, qui sont au chômage. Donc quand on enlève tout ce monde-là, on se retrouve avec 2% en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vrai. Il y a l'emploi jeune. Est-ce que vous croyez... ça tombe bien. Alors, il y a l'emploi jeune chez nous. Monsieur, est-ce que vous croyez... Sous le président Gbagbo, il n'y en avait pas. Est-ce que vous croyez vivement qu'il y a 2% de chômeurs en Côte d'Ivoire? Oui, je crois. En 2020. C'est pourquoi j'ai dit moi-même, j'irai plus loin.
Mais c'est je correct. dirais... Vous avez revenu sur la question. Moi, je On laisse Madame Massanger. Mais j'ai pas terminé. Madame Massanger. J'ai pas terminé. Donc les chiffres que je vous dis, alors on parle du bilan économique de Ouattara, M. Ouattara Alassane. Certes, on a de belles infrastructures au pays. Merci beaucoup. Ça, je le reconnais. Merci, merci. Mais, comme dirait le jeune ivoirien d'Adiané et Lambda, c'est pas le goudron qu'on mange. La route précède le développement, madame. Bon, là, je suis d'accord avec vous. Mais sauf que merci. ce qui reste à la traîne, il y a l'éducation et la santé. Le secteur de l'économie ivoirienne est basé à 70% sur l'informel. Et ça, c'est pas tenable. Donc, le secteur informel pourvoit 88% de l'emploi. C'est pas tenable. Ce qu'il faut faire également, c'est de pouvoir non seulement exporter notre pays nos produits finis, et ça serait une plus-value. On n'en est pas là encore. Donc, je parlais de la santé, de l'éducation. Et là, parlons, M. Diarra-Souba, parlons du revenu brut habitant. Selon les chiffres de la Banque mondiale, il y a en 2010, ce revenu brut par habitant était de 1120 €. Vous êtes allé en 2010. Ah non, laissez-moi terminer. Donc, il était de 1120 $ en 2010 et en 2019, 2290 €. Ça a doublé. La vie est devenue plus chère pour les Ivoiriens. Concrètement, la vie est devenue plus chère pour les Ivoiriens. Or, entre-temps, quand vous parlez de pauvreté, on est passé entre-temps à une évolution de entre 20 et 25 millions de population plus Abidjan. Vous parlez bien sûr du taux de croissance. Vous parlez du taux de croissance. C'est nous qui donnons la parole. Vous parlez du taux de croissance. Et quand il y a un taux de croissance et qu'entre-temps, l'évolution entre 20 et 25% par habitant croît par habitant, oui. Ce taux de croissance-là n'a plus de sens. On vous a compris. Alors, en deux mots, s'il vous plaît, madame, en deux mots. D'accord. La santé, elle est précaire. L'éducation, on est en retard. La réconciliation, c'est vraiment de grandes carences du gouvernement de Alassane. Quand vous dites que c'est quelqu'un qui a un discours de réconciliation, je dis non. Bon, alors, M. Djomo, on a une question pour vous. Oui. Est-ce que vous pensez, comme Mme Massanger Touré de l'ANC, du GPS, qu'aujourd'hui les richesses ne sont pas également réparties à travers les Ivoiriens? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul clan aujourd'hui qui bénéficie de ces chiffres faramineux, en l'occurrence? Oui, merci. Mais avant de répondre, permettez-moi que je revienne un peu en arrière. Parce que nous avons eu quand même la chance d'être dans ce pays et d'exercer nos fonctions dans des endroits un peu quand même qui s'est un peu occupé des emplois. J'ai été aussi successivement chargé de l'emploi à la mairie de Longjumeau. Donc je peux vous en parler. C'est mon métier en ce moment, je vous l'ai dit. Là, je vous le confie. Écoutez-moi, avant d'être où je suis aujourd'hui. Vous savez déjà, est considéré comme chômeur, avant de se lancer dans ces grands chiffres, est considéré comme chômeur celui qui a eu un premier emploi et qui l'a perdu, qui va s'inscrire à Pôle emploi, comme on appelle ici, en Côte d'Ivoire, je crois que c'est l'agence pour l'emploi. Ouais. C'est ça le chômeur. Si vous allez sur cette base, je reviens au chiffre de M. Diarra-Souba. Oui. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme en France d'ailleurs, il y en a combien? Bref. Votre question, c'était de savoir... Concernant la répartition des richesses, la redistribution des richesses, oui. Je pense que même en France, aujourd'hui en France, nous voyons que le taux ou la queue que font les gens dans des restos du cœur et tout ça, ça s'allonge. C'est pour dire que l'inégalité du partage des ressources dans tous les pays est pareille. Donc une réalité en Côte d'Ivoire. C'est une raison de ne rien faire, monsieur Djomo. Madame Massanger, s'il vous plaît. On laisse M. Djomo aller au bout de son idée. Vous avez la parole. Je suis en train de vous expliquer. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient habitués à ne rien faire. Et je vous le dis. Depuis 2000, depuis que je vais même aller un peu plus loin, depuis la fin de mandat du président Bédié, les Ivoiriens étaient habitués sincèrement à rien faire. Parce qu'on n'avait pas cette culture de travailler et d'avoir les récompenses du travail. Moi, j'ai été à Abidjan au moment où le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Aujourd'hui, on parle de réconciliation. Au moment où le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, j'ai eu la chance, en ce moment, d'habiter à Yopougon et de voir quelle était l'activité des gens qui vivaient à Yopougon en ce moment, des jeunes qui étaient là. J'avais un ami à moi qui était bien sûr avec avec Charles Blegoudé, le président du COGEP, qui avait pour métier de se lever le matin, aller racketter, comme on le dit en ivoirien,
tous les bureaux et il revenait demain, il faisait. Je vous en prie, madame, laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Et le lendemain, c'était rebelote. Et comme ce monsieur, il y en avait des milliers de personnes. On fait une élection, il y a un président qui vient démocratiquement, qui dit bon, moi je change la donne. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas les récompenses de ton travail. Mais pour le monsieur qui est habitué à passer de bureau en bureau chaque jour, qu'est-ce qu'il va faire? Le monsieur, c'est difficile pour lui. Vous savez, comme on le dit, les mauvaises habitudes ont la peau dure. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a comme l'impression que la richesse n'est pas partagée, parce que ce qui est partagé en Côte d'Ivoire, c'est le travail. On vous a compris. Alors, Madame Gaye, suite à ces assertions, monsieur, s'il vous plaît. Alors, Madame Gaye, suite à ces assertions, nous tirons à la fin de notre émission, qui est passée assez rapidement, je l'avoue. Qu'est-ce que vous aurez à dire solennellement aux Ivoiriens et à ces internautes qui nous regardent en tant que présidente du mouvement de lutte contre les inégalités en Côte d'Ivoire? Très rapidement. En tant que la présidente, je voudrais effectivement dire aux Ivoiriens et les Ivoiriennes que le mouvement de lutte contre les inégalités est un nouveau mouvement qui est vraiment à la disposition de toutes ces personnes, c'est-à-dire la justice, la liberté et l'égalité des chances. Donc, venez tous pour militer dans ce mouvement. Vous n'êtes pas que demain, nous voyons encore ce qui se passe autour de cette table en disant que les Ivoiriens ne savent pas travailler. Pourtant, ceux-là sont quittés nombreux dans leur pays, la Côte d'Ivoire, parce que là-bas, ils sont épris de paix et de justice. Donc, ils passent même sur les bateaux un peu partout pour venir. Et quand on va à Port-de-Chapelle, c'est ces frères-là que nous trouvons là-bas, les sœurs-là que nous trouvons là-bas. Même en Italie, ils sont remplis là-bas. Il y a d'autres qui sont au Maroc. Les Ivoiriens sont partout. Et aujourd'hui, on les traite des personnes qui ne savent pas travailler. Et pourtant, monsieur, je vous ai demandé le taux du chômage. Vous n'avez pas eu, comment on appelle, vous n'avez même pas eu Retrouvez-vous, prenez votre sang-froid. Prenez votre sang-froid, madame. Voilà, je vais le trouver. Donc, vous ne m'avez pas donné le taux de chômage qui a plus de 3, j'ai donné. C'est ce que vous n'avez pas. Mais qui est déjà il a dit 2%. Il a dit 2%. J'ai dit 2%. Déjà plus de 3. Oui. Donc, je voudrais dire que tous ces Ivoiriens qui sont remplis à Port-de-Chapelle, un peu partout, ceux-là, c'est des gens qui ne savent pas travailler. Pourtant, s'ils arrivent ici, ils veulent tout simplement qu'on leur donne quelque chose à faire, même nettoyer par terre, même voilà, n'importe quoi pour travailler. C'est assez clair. Alors, monsieur Zarasouba, vous, en tant que, très rapidement, en tant que jeune militant du RHDP, quel espoir nourrissez-vous concernant l'avenir politique de la nation et même un avenir politique personnel? Personnel, je pense que je ne le dirai pas sur ce plateau, mais l'avenir de la nation, parce que pour moi, l'intérêt général compte plus que l'intérêt personnel. Tout ce que je veux dire, c'est que les politiques doivent être responsables, parce que le discours qui amène à la guerre, le discours qui amène un voisin à taillarder son ami voisin ou autre, ce ne sont pas des discours qui peuvent demeurer dans un pays et on va commencer à parler de prospérité. C'est faux. Ce discours doit être banni de notre mode de fonctionnement. De deux, quand madame dit qu'il y a des Ivoiriens qui sont en France et qui sont un peu partout à la porte de la chapelle et tout ça, vous savez combien ils payent aux passeurs ou combien ils dépensent pour arriver ici? Vous ne savez pas. C'est à peu près 3 000 euros. Le 3 000 euros, on le gagne comment? On le gagne lorsque la croissance est soutenue depuis plusieurs années. Et qui dit croissance soutenue, forcément, réjaillit sur la population. Donc, laissez-moi terminer. C'est là vous venez ici, dans la misère? Monsieur, on demande s'il vous plaît, nous ferons la fin de l'émission. On vous laisse terminer. Si on a du travail, pourquoi on laisse ce travail pour venir en France? On vous a compris, madame, c'est très clair. C'est très clair. Monsieur Rasouba, allez-y. Madame, il y a des gens qui quittent la France pour aller aux États-Unis. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, parce que les Ivoiriens... Monsieur Rasouba, je vous ai posé la question. Deux mots, des ambitions, des espoirs pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Je voudrais... Et le chômage. S'il vous plaît, je voudrais pour mon pays, la Côte d'Ivoire, pour notre pays, à nous tous sur ce plateau, oui, la paix.
la paix, l'amour entre nous, la vraie politique. La paix, l'amour et la vraie politique. Alors vous, Madame Massandjé Touré, solennellement, peut-être à l'instar de votre président, un mot à l'endroit des Ivoiriens, des Ivoiriennes surtout, qui vous regardent depuis leur téléphone et depuis les réseaux Internet. J'espère bien que la Côte d'Ivoire va retrouver son lustre d'antan. Et en tout cas, j'exhorte en ce moment le pouvoir en place à sortir de cette autocratie-là qui, honnêtement, à tout point de vue, n'a aucun aspect positif pour l'avenir de notre pays. Les jeunes sortent de leur pays. C'est vrai qu'il y a une petite frange de jeunes qui ne veulent peut-être pas travailler, comme le dit M. Diomo, mais la majorité n'a pas de travail. Ça, c'est une certitude. Quand on travaille, quand on est heureux chez soi, on ne sort pas, on peut se mourir en mer. Donc voilà, donc j'exhorte à cette réconciliation vraie et sincère, à sortir d'un système clanique et penser, je suis d'accord avec vous, M. Derasouba, il faut mettre l'intérêt général de ce tout. Donc j'exhorte tout le monde, j'exhorte le pouvoir en place à sortir de ces divisions claniques et de l'autocratie actuelle et penser à demain. Voilà. C'est moi qui... La dernière fois... La dernière fois. Voilà. Monsieur, vraiment en 2 mots, s'il vous plaît. Ça fait 2 fois qu'on me fait ça. Monsieur, s'il vous plaît, en 2 mots, terminé. Merci madame déjà de reconnaître le pouvoir en place, de dire le gouvernement en place. C'est déjà un pas très important pour la paix. Et ce que je vais demander ici, comme j'ai demandé d'ailleurs sur d'autres plateaux, c'est ensemble qu'on construira la Côte d'Ivoire. C'est ensemble qu'on dira la vérité à ces hommes politiques. C'est ensemble que la Côte d'Ivoire retrouvera son lustre d'antan. C'est ensemble, autour d'une table que nous le faisons, qui donnera, je pense, la flèche à ceux pour qui aujourd'hui nous sommes là. Et le dernier mot que je vais dire, vive la paix. Plus de bateaux, c'est ça, un bateau, plus de bateaux en Côte d'Ivoire. Et je pense que toutes les villes doivent être comme Yamoussoukro, des villes de paix en Côte d'Ivoire. C'est bien compris. Voilà, Plus non plus le discours de Maté. Oui, voilà, bon, allez. Bon, ce sera en fait compte les mots de la fin. Je vous remercie d'avoir participé. C'est nous. Voilà, ce fut un beau débat. Et donc, je vous dis à samedi prochain. N'hésitez pas à revenir. Et comme je le dis à tous nos téléspectateurs, que vous soyez citoyens, vous soyez membre d'un collectif, Sympathisant. vous pouvez participer à notre émission entre nous. Voilà. Plein de bonnes choses à vous et à la prochaine. Merci à tous. Merci, Au revoir. Au revoir. Alors, la petite photo. Pour la petite photo de fin. Petite photo. Merci.